Mon propre fils s'est marié en secret et ne m'a pas invité. 63 ans de vie, 3 enfants élevés seuls après le départ de mon mari alors que Ricardo n'avait que 8 ans, et j'ai découvert sur Facebook qu'il s'était marié lors d'une magnifique cérémonie sur la plage. Les photos montraient tout le monde souriant, toute la famille de la mariée présente, des enfants courant dans le sable, un buffet impeccable avec des fleurs blanches, et je ne savais même pas qu'il était fiancé. Ma main tremblait en tenant mon téléphone quand j'ai vu mon fils en smoking bleu marine à côté d'une femme blonde que je ne connaissais pas, entouré de personnes qui avaient visiblement fait partie de sa vie assez longtemps pour être invité au mariage. La douleur dans ma poitrine était physique, comme si on m'avait arraché une partie de moi. Comment une mère découvre-t-elle qu'elle n'existe plus dans la vie de son enfant à travers les réseaux sociaux? Pendant des mois, je me suis demandé où j'avais fait une erreur, quels mots j'aurais dû dire différemment, quelles actions auraient pu empêcher cet éloignement progressif qui a abouti à mon exclusion totale du jour le plus important de sa vie. J'ai appelé 5 fois de suite. Il n'a répondu à aucune de mes questions. Je lui ai envoyé un message WhatsApp pour lui demander si ce que j'avais vu était vrai, s'il s'était vraiment marié sans me le dire. Il l'a vu et n'a pas répondu. J'avais l'impression de hurler dans un gouffre sans fond, attendant un écho qui ne venait jamais, comme si ma voix n'existait plus pour lui. J'ai pleuré seule dans la cuisine de la maison où j'ai élevé mes 3 garçons, en regardant les photos sur le frigo de leur enfance et en m'appelant leur reine. Où était ce garçon qui dormait avec moi quand il faisait des cauchemars après avoir regardé des films d'horreur? Qu'est-il arrivé à ce garçon qui m'appelait tous les dimanches juste pour prendre de mes nouvelles, qui amenait ses copines pour me présenter? Des larmes coulaient dans le café, qui refroidissait tandis que je parcourais les photos du mariage. La mariée radieuse, les invités élégants, mon fils au sourire indescriptible depuis des années. Tout le monde semblait heureux. Sauf moi, qui ignorais totalement l'existence d'un tel bonheur. Le lendemain, mon amie Neuza m'a apporté du café et du courage. Elle m'a dit que je devais découvrir la vérité, que les enfants ne disparaissent pas sans raison, que quelque chose s'était passé pour qu'ils m'excluent si cruellement. C'est elle qui m'a suggéré d'aller voir sa belle-mère, Donna Lucia, qui pourrait peut-être m'expliquer pourquoi mon Ricardo m'avait effacé de sa vie comme si je n'avais jamais existé. Mais quand j'ai finalement réussi à parler à la mère de la belle-fille, j'ai découvert quelque chose qui a changé tout ce que je pensais de cette histoire. Donna Lucia a répondu à la 3e sonnerie, d'une voix douce, comme si elle ne s'attendait pas à un appel aussi douloureux. Je me suis présentée comme la mère de Ricardo, essayant de contrôler le tremblement de ma voix, et le silence qui a suivi a été bien trop long. Elle savait qui j'étais. Bien sûr qu'elle le savait. Quand elle a enfin pris la parole, ces mots m'ont bouleversée. Elle a dit avoir été surprise d'apprendre que je n'étais pas sur la liste des invités, et avoir trouvé étrange que sa fille, Camila, fasse remarquer que Ricardo n'avait pas de famille proche. Il n'avait pas de famille proche. C'est exactement ce que mon fils a dit pour expliquer mon absence. Avez-vous déjà senti le sol disparaître sous vos pieds alors que vous étiez encore debout? C'est exactement ce qui arrive quand on découvre que notre propre enfant nous a effacés de son existence. Ce n'était ni un oubli, ni une précipitation. C'était un choix délibéré de me transformer en une personne qui n'a jamais existé. Donna Lucia continua de parler, chaque mot étant une douloureuse révélation. Elle raconta que Camila posait toujours des questions sur la famille de Ricardo, qu'elle trouvait étrange qu'il ne mentionne jamais sa mère, qu'il ne parle jamais de son enfance. Elle ajouta qu'il pensait même que j'étais morte, tant était grande l'absence de toute allusion à mon existence. La conversation a duré près d'1 heure, et pendant ce temps, je reconstituais un puzzle incompréhensible. Comment un fils peut-il effacer sa mère de sa propre histoire? Comment reconstruire le passé en excluant la personne qui était la plus présente? J'étais là, vivante, respirant, me souvenant de chaque instant partagé, et il avait créé une version de la vie où je n'existais tout simplement pas. Donna Lucia était gentille, mais aussi perplexe. Elle m'a demandé si nous nous étions disputés, si quelque chose de grave s'était passé entre nous. Je ne pouvais pas répondre, car je l'ignorais. Ces dernières années, Ricardo s'était peu à peu retiré, appelant moins, rendant moins visite, mais il n'y avait jamais eu de dispute, jamais de paroles acerbes, jamais de portes claquées. C'est pourquoi tant de femmes comme moi choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car nous devons comprendre quand l'amour se transforme en abandon et quand le silence en effacement. Nous avons besoin des réponses que seule la vérité peut apporter. En raccrochant, une certitude grandit en moi. Il y avait quelque chose que j'ignorais, une pièce manquante dans cette histoire. Et j'allais découvrir ce que c'était, même si cela impliquait d'affronter des vérités que je n'étais peut-être pas prête à entendre. J'ai passé 3 nuits blanches, à me retourner dans mon lit, essayant de retrouver le moment exact où j'avais perdu mon fils.
Je me réveillais au milieu de la nuit et fixais les photos étalées sur la table de la cuisine, à la recherche de signes, d'indices, de tout ce qui pourrait expliquer le moment où Ricardo avait décidé que je ne méritais plus de faire partie de sa vie. Sa photo de fin d'études était là, ce sourire fier lorsqu'il est devenu ingénieur. Je me tenais à ses côtés, rayonnante, tenant un bouquet de fleurs jaunes que j'avais acheté avec l'argent gagné en faisant des heures supplémentaires de nettoyage de bureau. À ce moment-là, il m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille que rien de tout cela n'aurait été possible sans moi, que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait. Où était cet homme maintenant? Quel fantôme avait pris la place de mon fils? J'ai décidé de faire ce que toute mère désespérée aurait fait. J'ai pris l'adresse que Donna Lucia m'avait donnée et je suis allé à l'appartement où ils habitaient. Pas pour causer d'ennui, pas pour faire d'histoire, juste pour voir mon fils, le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi je ne méritais même pas de savoir qu'il fondait une famille. Le bâtiment était magnifique, moderne, avec un portail électronique et un jardin bien entretenu. Des tours de verre reflétant le soleil de l'après-midi, des voitures importées dans le garage. Un monde complètement différent de la simple petite maison où j'ai élevé mes enfants. Je suis resté sur le trottoir pendant près d'une demi-heure, à regarder les fenêtres, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait la leur. Combien de fois Ricardo était-il rentré après une journée de travail et avait-il raconté à Camilla ses projets, ses rêves, sa routine, sans jamais mentionner qu'il avait une mère qui pensait à lui chaque jour. Quand j'ai finalement sonné à l'interphone, c'est Camilla qui a répondu. Sa voix s'est tendue lorsque je me suis présenté comme la mère de Ricardo. Elle m'a demandé d'attendre, et j'ai entendu des voix étouffées à l'étage, une brève et intense dispute résonnant dans l'interphone avant qu'elle ne coupe le son. Après 5 minutes interminables, qui m'ont semblé des heures, Ricardo est descendu. Il était différent. Plus mince, les cheveux coupés courts, et une barbe impeccable que je n'avais jamais vue auparavant. Il portait une chemise bleu clair et une montre de luxe que je ne reconnaissais pas. Mais c'étaient ses yeux qui me choquaient. Froids, distants, comme s'il regardait un inconnu dans la rue lui demander son chemin. Il n'y avait aucune reconnaissance, aucune affection, aucun souvenir des années passées ensemble. Il n'y avait que du malaise. Notre conversation a duré 15 minutes, qui m'ont semblé durer 15 heures. Il parlait poliment, mais machinalement, comme s'il lisait un scénario destiné à se débarrasser de moi au plus vite. Il disait que tout allait bien, qu'il était heureux, qu'il n'avait besoin de rien, que la vie suivait son cours naturel. Quand je l'ai interrogé sur le mariage, il a baissé les yeux et a marmonné que ce n'était que quelques amis proches, rien de compliqué, une simple cérémonie sur la plage. Mensonge et honté. J'avais vu les photos. Plus de 50 personnes, une fête magnifique et luxueuse, un décor impeccable avec fleurs blanches et guirlandes lumineuses, un buffet raffiné, une fête qui a coûté une fortune. Et il me regardait droit dans les yeux et mentait comme si j'étais une connaissance importune qui s'était pointée à sa porte. Avant de partir, le cœur brisé, je me suis posé la question qui me taraudait depuis que j'avais vu les photos sur Facebook. Pourquoi n'étais-je pas au courant du mariage? Pourquoi m'avait-il exclu du jour le plus important de sa vie? Sa réponse fut un coup de poing dans le ventre qui résonne encore en moi. Il m'a dit que je ne faisais pas partie de la vie qu'il voulait construire. Comme ça, sans détour, comme s'il parlait de la météo ou de la circulation. Il a dit que Camilla venait d'une famille structurée, avec des traditions, un modèle qu'il voulait maintenir, et que ma présence compliquerait les choses. Compliquerait les choses. Moi qui avais consacré chaque minute des 20 dernières années de ma vie à lui permettre d'avoir précisément cette vie qui m'excluait désormais. Mes jambes tremblaient à ces mots. Je m'appuyais contre le portail de l'immeuble pour ne pas tomber, sentant le fer froid contre mon dos tandis que je digérais ce que mon fils venait de me dire. Que j'étais une complication dans la vie parfaite qu'il construisait avec une autre famille. J'ai essayé de le raisonner, lui rappelant les sacrifices, les nuits passées à coudre des vêtements pour payer ses frais de scolarité, les week-ends où je travaillais comme femme de ménage pour économiser de l'argent pour sa fête de fin d'études. Il m'a interrompu au milieu d'une phrase, disant que c'était du passé, qu'il avait désormais d'autres priorités, d'autres responsabilités. D'autres responsabilités. Comme si je n'étais plus sous sa responsabilité. Comme si j'avais une date d'expiration qui expirerait dès qu'il obtiendrait son diplôme et un bon emploi. Comme si tout l'amour que j'avais investi en lui n'était qu'un prêt qu'il avait déjà remboursé, et qu'il était désormais libre de passer à autre chose sans se retourner. Ce qui me blessait le plus, ce n'étaient pas les mots, mais la froideur avec laquelle il les prononçait. Sans gêne, sans remords, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde pour une mère de découvrir qu'elle était devenue un fardeau pour son fils. Il parla en regardant sa montre, impatient de mettre fin à la conversation et de retourner à sa nouvelle vie, où je n'existais plus.
Camilla apparut à la fenêtre de l'appartement et lui fit un signe de la main. Un geste délicat qui en disait long sur l'intimité qu'ils partageaient. Une intimité dont j'étais définitivement exclu. Elle était belle, élégante et avait l'air de quelqu'un qui a grandi dans une aisance financière et affective. Tout ce que je ne pouvais pas donner à mon fils, elle le représentait. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage, laissant un signe silencieux que le message les a touchés, car ils reconnaissent la douleur de ne plus être nécessaire dans la vie de ceux que nous aimons inconditionnellement. Quand je lui ai dit au revoir cet après-midi-là, j'ai su que quelque chose en moi était mort pour de bon. Ce n'était pas seulement notre relation qui était terminée, c'était mon identité de mère qui était remise en question. Si mon propre fils avait pu me rejeter ainsi, qu'est-ce que cela révélait de moi en tant que personne? Je suis rentrée chez moi sous le choc pendant des jours. Assise dans le fauteuil du salon, je fixais les murs, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Comment une mère qui avait tout donné pour le bonheur de ses enfants avait pu être perçue comme un obstacle à ce bonheur. Mais c'est précisément dans ce moment de désespoir absolu que quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur toute cette histoire. 3 jours plus tard, ma voisine, Rosa, a frappé à ma porte avec une expression étrange. Elle tenait son téléphone portable et semblait hésitante, comme quelqu'un qui apprend une nouvelle importante mais ne sait pas comment l'annoncer. Elle a demandé à entrer, s'est servi son café dans ma cuisine et s'est assise sur la chaise en face de la table où j'avais encore étalé les photos de mariage. Elle avait vu Ricardo au centre commercial le week-end précédent, dit-elle, marchant main dans la main avec Camilla entre les boutiques de luxe du 2e étage. Rien de spécial à cela, pensais-je, jusqu'à ce que Donna Rosa poursuive sa conversation. Ils étaient accompagnés d'une femme d'un certain âge, élégante, aux cheveux gris soigneusement peignés et aux vêtements visiblement coûteux. Cette femme traitait Ricardo avec une affection évidente, lui touchant le bras lorsqu'elle parlait, souriant avec cette expression maternelle que je connaissais si bien, car c'était la même que j'avais en le regardant. Mon estomac se serra en comprenant où cette histoire allait mener. Donna Rosa avait surpris leur conversation en faisant la queue au cinéma. Elle avait appelé Ricardo « mon fils » et avait dit combien elle était impatiente de rencontrer ses futurs petits-enfants. Camilla l'appelait « Mère Elnir » et parlait de son projet de passer Noël chez elle, une tradition familiale qui incluait désormais pleinement Ricardo. Il avait trouvé une mère porteuse. Une vraie mère, à ses yeux, avec un nom prestigieux, une grande maison dans un quartier huppé et les moyens de lui assurer le statut social qu'il avait toujours désiré. Une mère qui ne l'embarrasserait pas lors des réceptions, qui ne lui rappellerait pas les épreuves du passé, qui ne porterait pas sur ses épaules la pauvreté et les contraintes qui avaient marqué notre vie commune pendant tant d'années. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était incomparable. Elle était véritablement physique, comme si quelqu'un m'avait ouvert la poitrine et arraché quelque chose de vital. Découvrir que mon fils m'avait non seulement exclu de sa vie, mais m'avait littéralement remplacé par quelqu'un d'autre, a été un choc que je n'aurais jamais cru possible de supporter sans me laisser abattre. Donna Rosa me tenait la main tandis que j'essayais de digérer cette information bouleversante. Ricardo construisait une famille parfaite, avec une belle-mère aimante, d'élégantes traditions de Noël, des déjeuners du dimanche à la maison avec piscine et une photo souriante sur le réfrigérateur. Tout ce que j'avais toujours voulu lui donner sans jamais pouvoir le lui donner. Il l'avait trouvé ailleurs, auprès d'autres personnes, dans un autre monde. Ce soir-là, assis seul dans la pièce obscure, j'ai commencé à comprendre la véritable ampleur de ce qui s'était passé. Ce n'était pas un simple rejet. C'était un remplacement total et calculé. Ma place dans sa vie avait été prise par quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui correspondait mieux aux standards qu'il souhaitait maintenir, quelqu'un qui correspondait à l'image de réussite qu'il se construisait. Mais tandis que je pleurais, serrant le vieil oreiller contre moi, une étincelle de quelque chose de différent a commencé à naître dans ma poitrine. Ce n'était pas vraiment de la colère, ni une soif de vengeance. C'était un besoin profond et urgent de comprendre si sa nouvelle famille savait vraiment qui était Ricardo sous ce masque de gendre parfait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait complètement changer tout ce qui s'est passé par la suite. À chaque nouvelle révélation, le sentiment de vide s'approfondissait en moi. C'était comme si ma vie avait été déracinée et abandonnée, remplacée par un autre arbre, plus jeune, plus beau, planté dans un sol fertile. L'image me hantait, moi, seul, les mains marquées par le temps, tandis qu'une autre femme occupait la place de la mère, offrant à mon fils l'ombre fraîche d'un foyer qu'il jugeait plus digne. Ce soir-là, je fixais les murs de mon salon, ceux-là même qui avaient accueilli rires, larmes et conversations nocturnes. Les photos encadrées semblaient se moquer de moi, me rappelant que tous les sacrifices que j'avais faits par amour s'étaient réduits en poussière avant sa décision.
Le souvenir de Ricardo enfant, allongé sur mes genoux, me suppliant de chasser les monstres sous le lit, se mêlait à l'image présente. L'homme qui me regardait sans affection, sans passé, sans culpabilité. À travers mes larmes silencieuses, je sentis une étrange lumière poindre en moi. Ce n'était pas une lumière totale, mais un rayon fragile perçant l'obscurité. Une part de moi voulait encore croire qu'il y avait quelque chose à sauver, que cette substitution n'était peut-être qu'un déguisement, une erreur temporaire. Mais une autre part, plus indignée, savait que l'exclusion avait été délibérée, calculée, et que les choix faits ne seraient pas facilement réversibles. C'est dans ce contraste que j'ai marché, l'espoir, aussi petit qu'une bougie luttant contre le vent, et la peur, aussi vaste qu'une nuit sans fin. Le gain de l'avoir élevé jusqu'ici, contre toute attente, et la cruelle perte de le voir arracher mes racines à ma propre histoire. Le silence de la maison semblait m'engloutir, chaque craquement du bois au plafond me rappelant que j'étais seul. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, une tension presque électrique, comme si le temps lui-même retenait son souffle à mes côtés. C'était la certitude que l'issue de cette douleur n'avait pas encore été révélée, et que derrière tout cela se cachait une vérité plus grande qui attendait de s'affirmer, prête à changer le cours de ma vie à jamais. C'est dans cet état suspendu entre douleur et lucidité que j'ai commencé à comprendre que chaque choix avait des répercussions qui me dépassaient. L'éloignement de mon fils n'était pas seulement un rejet intime, c'était aussi une reconfiguration silencieuse de tout ce qui m'entourait. Mes voisins, qui m'avaient auparavant accueilli familièrement, évitaient désormais de parler du mariage, comme s'ils avaient peur de toucher une plaie ouverte. Mes amis proches me regardaient avec cette attention excessive, presque pieuse, qui blesse plus qu'elle ne réconforte. Son absence emplissait non seulement ma maison, mais aussi les couloirs de la vie que j'avais construite. C'était comme voir un château de cartes trembler sous un souffle. Chaque effort était menacé par un simple geste de déni. En même temps, il y avait une étrange contrepartie à tout cela. Le silence qu'il m'imposait a fini par éveiller en moi le besoin de revisiter ma propre histoire, de me rappeler où chaque brique de ma vie était posée. C'était comme si je devais me prouver, d'abord à moi-même, que rien de ce que j'avais vécu ne pouvait s'effacer aussi facilement. Les images surgissaient clairement, presque douloureusement, moi cousant tard dans la nuit pour acheter son premier costume. Lui, encore adolescent, franchissant précipitamment la porte, sentant la pluie, apportant des fleurs volées dans le jardin de l'école pour me faire sourire. Chaque souvenir était le témoignage vivant d'un amour que ne pouvait remplacer ni un nom de famille élégant ni une façade de statue. Et il est curieux de constater à quel point ces histoires résonnent chez ceux qui les écoutent. Je constate souvent que chaque récit suscite des réflexions différentes, poussant certains à partager des expériences similaires, comme s'ils trouvaient eux aussi du réconfort dans l'écriture. C'est peut-être à ce moment-là que vous, qui me suivez, ressentez le besoin de partager ce que vous avez vécu, comme si mes mots reflétaient votre propre douleur ou votre propre apprentissage. Au milieu de ces souvenirs et de ces réflexions, quelque chose se dessinait lentement, comme une esquisse encore mal définie. La certitude que la vérité, aussi douloureuse fût-elle, s'avançait déjà vers moi. Et lorsqu'elle se révélerait enfin, impossible d'ignorer les conséquences qu'elle entraînerait pour nous tous. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que le silence de mon fils ne se limitait pas à notre relation. C'était comme un écho qui se propageait, contaminant d'autres aspects de ma vie. Quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression que les gens le savaient, que je portais le poids de l'exclusion inscrit sur mon visage. Lors des réunions de famille, le sujet était abordé de manière indirecte, toujours à la marge, comme si chacun voulait poser la question mais craignait d'attiser la douleur. C'était une blessure à vif, et chaque regard compatissant y était comme du sel. Mais il y avait aussi un autre aspect, un mouvement subtil que je commençais à percevoir en moi. Plus il essayait de m'effacer, plus le souvenir de qui j'étais, de ce que j'avais déjà accompli, devenait fort. C'était comme une vieille photo qui, au lieu de s'estomper, s'éclaircissait avec le temps. Je percevais clairement le contraste entre ce que j'avais réussi à construire et l'image qu'il voulait préserver à mes dépens. Les nuits étaient les pires. Je m'allongeais, et le silence de la maison semblait m'engloutir. Mais dans ce vide, des images si réelles qu'elles étaient presque palpables surgissaient. Son rire d'enfant courant pieds nus dans le jardin, l'odeur du gâteau de semoule de maïs que je préparais le dimanche après-midi, ses yeux larmoyants quand je lui ai remis son diplôme. Ces souvenirs étaient comme des lumières allumées dans un couloir sombre, me rappelant qu'aucune exclusion ne pouvait effacer la vérité de ce que nous avions vécu. Pourtant, il y avait des moments où le doute m'envahissait. La vie parfaite qu'il recherchait auprès d'une autre famille suffisait-elle vraiment à enterrer notre histoire? Ou, à un moment donné, ce choix allait-il devenir un fardeau plus lourd qu'il ne pouvait le supporter? L'incertitude persistait comme une ombre persistante,
murmurant que cette décision était plus profonde. Cette tension me tenait éveillé. Je sentais, presque instinctivement, que quelque chose de plus grand se préparait, sur le point d'émerger. Je ne savais pas si ce serait une révélation salutaire ou un choc encore plus dévastateur. Mais le sentiment était clair, l'intrigue n'était pas terminée, et la vérité avait encore un rôle inattendu à jouer dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai cru que toute cette douleur était comme un miroir brisé. Elle reflétait des fragments de moi-même, mais jamais la totalité. Chaque souvenir qui remontait à la surface était comme une écharde, montrant tantôt la mère forte qui subvenait seule aux besoins de sa famille, tantôt la femme rejetée comme un fardeau insupportable. Le contraste était insupportable, mais aussi révélateur. J'ai réalisé que plus il essayait de m'effacer, plus j'étais forcé d'examiner mon fort intérieur et de reconnaître la profondeur de mes propres cicatrices. Les matins étaient particulièrement cruels. Je me réveillais, et l'espace d'un instant, j'oubliais son absence. Je préparais le café comme d'habitude, je mettais la table comme si j'attendais quelqu'un. Mais bientôt le silence devenait absolu, et son absence était comme une ombre posée devant moi. La tasse refroidissait sans y toucher, et une sensation de vide envahissait la maison. Pourtant, il y avait quelque chose de presque lumineux dans ce rituel répété. Il me rappelait que j'étais toujours là, que j'existais, même si j'avais été effacé de sa vie. C'est dans cet espace entre perte et permanence que j'ai commencé à entrevoir les contours d'un dilemme plus profond. Il ne s'agissait pas seulement d'un fils rejetant sa mère, mais d'un passé en train de se réécrire sous mes yeux. Et la question qui me hantait était: combien de temps cette version inventée allait-elle perdurer avant que l'inévitable et inconfortable vérité ne s'impose à moi? Des images me traversèrent l'esprit. Je le voyais assis à la table de sa nouvelle famille, souriant comme s'il avait trouvé le foyer dont il avait toujours rêvé. Mais je l'imaginais aussi seul, tard le soir, contemplant son reflet et se demandant ce qu'il avait laissé derrière lui. Ces visions me hantaient, créant une tension impossible à ignorer. Ce qui me troublait, ce n'était pas seulement l'exclusion, mais le soupçon grandissant que cette nouvelle vie parfaite cachait des fissures invisibles. Tel un mur fraîchement peint qui, sous la première pluie, commence à montrer les marques qu'il tentait de masquer. Je sentais que ce moment arrivait, et qu'il révélerait bien plus que ce que j'étais prêt à affronter. Chaque jour qui passait, je réalisais que cette blessure ouverte n'était pas seulement une absence, mais aussi un appel silencieux à me reconstruire. Je pouvais rester prisonnière du poids de l'abandon ou transformer cette douleur en quelque chose qui illuminerait ma vie. Cette prise de conscience ne s'est pas produite soudainement, mais comme l'aube qui avance lentement, éclairant peu à peu l'horizon jusqu'à ce qu'un nouveau jour apparaisse. C'est ainsi que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de retrouver ce qui avait été perdu, mais de découvrir qui j'étais sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit. La maison, autrefois étouffante dans son silence, commença à devenir un lieu de retrouvailles. Chaque photo éparse n'était plus un cruel rappel d'exclusion, mais un témoignage de ce que j'avais déjà accompli. En regardant son visage souriant, petit et couvert de gâteaux d'anniversaire, je n'éprouvais pas seulement de la douleur, j'éprouvais de la fierté. Fier d'avoir été la racine qui a soutenu cette croissance, même s'il essayait maintenant de la nier. Et les racines, même cachées, sont le fondement qui maintient tout arbre debout. Ce contraste entre défi et réussite, entre perte et apprentissage, m'a apporté une clarté inattendue. J'ai compris que la vie est faite de choix, et que les siens n'effacent pas les miens. Il a choisi sa voie, mais j'ai choisi de rester entière, malgré ma souffrance. Cette décision silencieuse a été la plus grande victoire que j'ai pu remporter. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes qui suivent des histoires comme la mienne ressentent le besoin de laisser un geste, un commentaire, un message symbole de soutien et d'appartenance. Car au fond, nous savons tous que nous ne sommes pas seuls face à la douleur et à la renaissance. Chaque mot échangé est un pont qui nous rappelle que la solitude n'est jamais absolue. Fermer cette partie de mon histoire ne signifie pas refermer la cicatrice, mais reconnaître sa beauté. C'est la preuve que j'ai survécu à ce que beaucoup ont échoué. Aujourd'hui, je porte non seulement la marque du rejet, mais aussi la certitude d'une transformation. Car, au final, le plus grand scandale n'a pas été d'être effacé de sa vie. C'était de découvrir, contre toute attente, que je pouvais encore m'épanouir, même après tout ce qui m'était arrivé.